Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisqu'il ne s'agit pas du morceau catch, mais cette fois-ci d'une vidéo un peu à l'ancienne, puisqu'on va faire une review de pay-per-view, à savoir l'Elimination Chamber. Comme je l'expliquais dans ma vidéo précédente, comme WrestleMania, c'est dans un mois et demi, du coup, si j'attends les pronostics de Mania pour faire la review du Chamber, ça sera beaucoup trop long. On sera beaucoup trop loin, on sera complètement la tête à Mania et l'Elimination Chamber paraîtra bien loin, donc je préfère faire une review séparée, complètement distincte du morceau catch. Ça me semble bien mieux ainsi, et puis quand même la prochaine vidéo, mon prochain morceau catch sera déjà assez chargé, puisque en plus des pronostics de Mania, il faudra aussi penser à faire une petite review quand même de AEW Revolution qui aura lieu le 5 mars, donc pour ne pas charger la vidéo, je préfère faire donc cette review du Chamber dès à présent, et en plus à chaud, c'est encore mieux avec tous les événements qui se sont déroulés, bien frais encore à l'esprit. Voilà donc pour cette introduction. Ça va être présenté un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais faire un graphique. Maintenant ça va être un peu ma nouvelle façon de présenter les choses, plus de top, flop, points mitigés, on passe directement au graphique, les notes de tous les matchs, la note du pay-per-view, et après je vais un peu plus rentrer dans les détails et dans l'ordre des matchs, tout simplement. Voilà, donc on va passer tout de suite donc aux notes, au graphique, et voir un peu ce que j'en ai pensé. Le voici, ce graphique. Donc la note de ce pay-per-view, 3,5. Donc c'était quand même une très bonne note, une bonne note. Les matchs sont globalement, je dirais, de bonne qualité, du correct jusqu'au très bon. Et seul le Lesnar contre Lashley constituera pour moi le réel point noir de ce show et mon principal coup de gueule. Les deux Chamber matchs auront globalement répondu aux attentes, même si celui des femmes est bien en dessous de celui des hommes, et que niveau suspense, il n'y a rien d'inattendu qui ne s'est produit dans les deux Chambers. On aura eu une dose nécessaire, en tout cas de feel good moment, avec le mixed tag match, avant d'aborder les deux matchs à hit, avec Theory vainqueur grâce à l'intervention de Logan Paul, et Reigns qui vient enterrer les espoirs de tout un peuple. On a eu un public extraordinaire, comme on pouvait s'y attendre, et on a déjà hâte de revenir à Montréal. J'espère que ça va arriver bientôt. Ce pay-per-view, bien que secondaire sur le papier, a presque réussi quand même à monter au niveau premium, ce qui est évidemment très positif, notamment si l'on se remémore la piètre qualité de l'édition 2022 de ce pay-per-view. Maintenant, si on regarde les notes donc dans le détail, comme vous pouvez le voir à droite de l'écran, donc le Chamber féminin qui a ouvert le show, sans trop de surprise, je lui ai donné la note de 3 étoiles 25. Le Lesnar Lashley, je ne l'ai pas noté, ça paraît évident, et puis je développerai tout à l'heure. Edge Phoenix contre Balor Ripley, 3,75, donc c'est quand même une note vraiment très solide. Le Chamber masculin, pour moi, le match de la soirée, 4,5, donc c'est quand même une note très élevée. Et le Reigns contre Zayn, 4,25, donc aussi une très bonne note pour ce main event qui était quand même très attendu. Donc voilà, on a quand même des notes qui sont quand même très solides. Alors, à part, oui, c'est Lesnar Lashley qui va être un peu le point noir de ce pay-per-view, mais c'est bien le seul, parce que bon, le Chamber féminin, bon, on va aller dans le détail, c'était pas une folie, mais il y avait quand même du bon aussi à en retenir. On va rentrer tout de suite justement dans le vif du sujet avec ce Chamber féminin. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt donc un match correct dans l'ensemble, qui passe assez vite, peut-être même trop vite, je dirais, au vu des éliminations que j'ai trouvé quand même beaucoup trop rapide, en dehors de la première de Nikki Cross, qui aura mis quand même près de 12 minutes à intervenir. À partir de l'élimination de Morgan, 5 minutes plus tard, tout va s'enchaîner vite avec les éliminations de Natalia, Raquel et Carmella, qui auront mis en tout et pour tout 2 minutes 50 à intervenir seulement. C'est le principal reproche que je ferai à ce match, d'ailleurs. C'est vraiment toutes ces éliminations, ça a été très très rushé, comme si elles avaient finalement pris du retard dans ce qui était prévu, et que soudainement on leur avait demandé de se manier, quoi. Ce côté rushé m'a dérangé, vraiment personnellement, mais mis à part ça, on notera 3 spots principaux, à savoir le crossbody donc de Nikki Cross depuis le sommet d'un pod sur plusieurs catcheuses, la projection
de cette même Nikki Cross contre un pod de la part de Raquel, ce qui lui aura d'ailleurs permis de l'éliminer dans la foulée. Et enfin le gros Sunset Flip Powerbomb de Morgan sur Raquel en s'élançant depuis le sommet d'un pod, un spot assez propre, hein, bien que j'ai trouvé que Raquel préparait trop le spot pour s'offrir à Morgan en se penchant vers l'avant, hein, ce qui rendait du coup l'ensemble un peu trop chorégraphié. D'un point de vue plus individuel, je trouve que chacune aura plutôt bien joué sa partition dans le style qui lui est propre. Natalia dans le rôle de la taulière, hein, qui apporte son expérience et sa science du ring. Liv Morgan, hein, l'underdog ultime, qui va encore tenter de réaliser l'impossible. Là où d'ailleurs, je la trouve bien plus à sa place qu'en tant que championne, hein, chose que j'avais déjà indiqué plusieurs fois sur ma chaîne ces derniers mois. Nikki Cross, la faux folle imprévisible, hein, qui incarne parfaitement son rôle et qui, même si sa présence n'aura pas été très très longue, aura eu le temps tout de même d'être impliquée dans 2 des 3 spots principaux du match, hein, ce qui est quand même pas mal pour elle. Ensuite Raquel qui fort logiquement aura eu le rôle de powerhouse et de menace permanente, hein, pour tous ses adversaires et qui n'aura pas été ménagée, hein, par le public québécois qui ne semblait guère, hein, l'apprécier. On a encore vu d'ailleurs qu'elle manquait d'expérience quand même, hein, et que c'était son tout premier chamber match, hein, car elle paraissait encore un peu trop scolaire et imprécise dans ce qu'elle faisait, à l'image du Money in the Bank, hein, de l'an dernier, on l'avait déjà vu. Il va encore falloir qu'elle travaille, hein, et qu'elle s'endurcisse. Un heel turn pourrait peut-être être une solution à terme, par exemple. Carmella, quant à elle, aura parfaitement joué sa partition en incarnant le rôle de la heel opportuniste, hein, tantôt essayant de gratter un tombé, hein, suite à un move dont elle n'est pas à l'origine, tantôt en jouant les lâches à s'enfermer à l'intérieur des pods, et tantôt en profitant d'un moment d'inattention de Natalia pour lui porter un super kick et l'éliminer du match. Elle participera même à l'élimination de Raquel, hein, d'ailleurs en s'associant à Asuka pour l'occasion. Une élimination logiquement protégée, hein, de Raquel qui fut plutôt bien réalisée. Et je termine donc avec Asuka qui était la grande favorite du match et le second danger principal du match avec Raquel, qui va entrer en 6e et dernière position dans ce match et qui aurait été logiquement celle qui aura provoqué le plus d'éliminations, à savoir une par elle-même sur Carmella à la fin pour s'imposer, et 2 co-éliminations, hein, l'une avec Natalia pour éliminer Liv Morgan et l'autre avec Carmella pour éliminer Raquel. Une élimination de Morgan que j'ai trouvé d'ailleurs assez prématurée, hein, vu la mise en avant dont elle bénéficiait ces derniers mois, pour ne pas dire le forçage, hein, dont elle bénéficiait. Son élimination fut d'ailleurs fort protégée avec ce combo, donc sharpshooter de Natalia et élongation du bras d'Asuka, sur lequel elle n'abandonnera même pas, hein, mais juste s'évanouira, à l'image de la perte de son titre face à Ronda, hein, avec un semblant de sourire à nouveau, hein, on a l'impression qu'elle souriait encore. Une victoire logique et prévisible à la fin d'Asuka, qui s'en va donc défier Belair à WrestleMania, et c'était le bon choix à faire. Une sacrée performance quand même pour Asuka qui devient la première fille à réaliser le triplé Royal Rumble, Money in the Bank et Elimination Chamber, hein, donc chapeau à elle, c'est quand même quelque chose. J'ai donné à ce match la note de 3 étoiles 25, une note tout à fait convenable, surtout pour un match qui ne me hypait pas des masses à la base et qui manquait quelque peu de star power et même de suspense. J'aurais pu donner plus, hein, si on avait vu davantage de spots marquants et si on nous avait raconté davantage d'histoires. Je pense notamment par exemple à l'amitié entre Raquel et Morgan qui était affichée depuis plusieurs jours mais qui n'est pas spécialement ressortie dans ce match. Asuka n'a même pas eu besoin de porter le moindre mist pour gagner ce match, c'est à noter aussi. En fait, j'aurais aimé qu'il y ait davantage de connexion entre certaines catcheuses par rapport à un passé commun et qui aurait pu apporter une couleur supplémentaire à ce match. C'est aussi l'un des principaux reproches, hein, que je ferai à ce match. On avait 6 bons personnages dans le ring, mais j'ai plus eu l'impression de voir des filles qui ont fait en sorte de bien réaliser leur principale chorégraphie, plutôt que d'essayer de nous raconter quelques histoires. C'est bien dommage, hein, car quand on a 6 tempéraments si différents dans ce match, tu pouvais sûrement les mettre en scène, de façon à nous raconter quelque chose, sans se limiter au côté spotty ou pur in-ring, qui est forcément indispensable en soi, hein, dans ce type de match. Mais comme je le dis souvent, le catch c'est encore meilleur quand on a cette combinaison de in-ring plus de storytelling. Et voilà. Et je dirais aussi qu'on en revient au problème du manque de storyline écrite au niveau du roster féminin, car si on avait eu à minima 2 histoires à l'intérieur de ce match, ne serait-ce que des storylines mineures,
ça aurait pu nous impliquer davantage, je pense. Hélas, les histoires féminines du moment n'impliquent aucune des filles justement de ce match. Si l'on doit citer la feud entre Becky Lynch et Damage Control, l'histoire d'Alexa Bliss, ou bien la feud de Rhea Ripley et Phoenix. Donc toutes ces filles-là, elles sont pas là. Donc voilà pourquoi j'aurais trouvé plus intéressant de mettre la gagnante, par exemple, du Steel Cage match entre Becky Lynch et Bayley, par exemple, ou de mettre Piper Niven en face d'une Mia Yim ou d'une Candice LeRae dans ce match, puisque Piper reproche justement en ce moment à ces deux-là de lui barrer la route dans sa quête de titre. Donc ça, c'était juste une idée parmi tant d'autres, mais au moins ça pouvait raconter quelque chose. Bliss dans ce match aurait été bien sûr aussi pu être une bonne histoire, une bonne idée d'histoire pour la faire avancer dans son personnage, mais malheureusement, il semblerait qu'elle ait à nouveau besoin d'un break, ce qui pose tout de même problème, et question quant à sa réelle motivation à l'heure actuelle, et pourquoi pas une Ronda même, ou une Shayna Baszler qui aurait dégagé l'une des participantes pour prendre sa place et tenter un passage en force pour aller à WrestleMania, quoi. Voilà encore une histoire qui aurait pu être racontée. Bref, donc un honnête opener, 3 étoiles 25 donc, peut mieux faire, certes, mais loin d'être un désastre, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est dommage, qu'il faudrait vraiment nous raconter davantage d'histoires et aussi faire plus de spots, parce que là, trois spots marquants sur une demi-heure de match, c'est vraiment insuffisant, quoi. Et c'est beaucoup trop chorégraphié, ça manque de naturel contrairement aux hommes, et ça aussi c'est toujours le problème que je rencontre avec les matchs multi-women, quoi. Money in the Bank c'est pareil, et un peu moins le Rumble parce que bon c'est particulier, mais c'est vrai que souvent les matchs à plusieurs chez les femmes, on sent qu'il y a de la chorégraphie, quoi. C'est on attend l'autre, voilà. Donc c'est souvent ce même problème. Mais c'est vrai qu'il faudrait nous raconter quelques histoires, quoi. C'est à eux de le faire. Et les weekly normalement me permettent de le faire, de raconter des histoires et de nous investir dans le pay-per-view. Et le pay-per-view justement va permettre, s'ils avaient créé ces storylines, on aurait pu justement continuer à nous les raconter et à les développer à l'intérieur de ce match. Voilà pourquoi il faut raconter des histoires, et voilà pourquoi c'est très important d'en faire. Et c'était le problème aussi qui a pêché, c'est pour ça que ça a pêché aussi dans ce match de Chamber féminin, parce que ça c'est un peu le même reproche que le Rumble féminin, quoi. C'est que ça manquait un peu d'histoire à nous raconter, quoi. Voilà. On va passer maintenant donc au deuxième match entre Lesnar et Lashley. Que je n'ai pas noté, donc la première déception, c'est l'absence de stipulation suite au segment signature. Je pensais vraiment que ce match 3 aurait pu permettre ça, finalement pas du tout. C'est d'autant plus dommage que ça aurait pu nous permettre d'avoir un match différent des deux précédents, avec l'utilisation d'armes notamment. Un match qui a également été suivi de très près par Bray Wyatt, qui était venu nous expliquer à SmackDown la veille du pay-per-view, qui prendrait en gros le vainqueur de ce match. Chose assez inattendue par ailleurs. Et quand j'ai vu ça, au vu du segment signature, à l'issue duquel Lashley est ressorti plus fort que Lesnar, je partais plus logiquement finalement sur Lesnar pour remporter ce match, d'autant plus que Lashley avait quand même pas mal l'avantage psychologique sur Lesnar, comme je l'expliquais dans mon précédent morceau catch. Au final, ce match constituera mon gros coup de gueule de ce pay-per-view, un coup de gueule directement dirigé vers Lesnar. À l'heure actuelle, on n'a pas eu davantage d'infos sur l'envers du décor et sur ce qui s'est passé, mais très franchement, moi, alors c'est qu'une hypothèse, il n'y a encore rien d'officiel, mais pour moi, le fait de voir Lesnar se faire disqualifier après un match de même pas 5 minutes est probablement, à mon sens, le signe d'un boycott pur et simple de sa part. Il n'a pas accepté le sort qui lui était réservé, j'ai senti ça, et alors reste à savoir quel sort il lui était réservé. À mon avis, il y a deux choix possibles. Soit il était prévu qu'il prenne le tombé ou la soumission par Lashley, chose que Lesnar n'aurait pas accepté. Soit il souhaitait pas affronter Wyatt à WrestleMania en cas de victoire, voire qu'il ne souhaitait pas perdre contre Wyatt, puisque bon, il y a tout de même pas mal de chances pour que Wyatt ressorte fort de son match à WrestleMania. Donc honnêtement, je ne vois que l'une de ces possibilités-là, car d'une part, Triple H, on le sait, depuis sa prise de pouvoir, n'a jamais provoqué le moindre DQ dans un match de pay-per-view, chose qu'il appliquait déjà dans les takeovers,
Hein, c'est vrai que c'était pas du tout le style de la maison de provoquer des DQ dans les matchs de pay-per-view. Il pouvait y avoir un petit peu d'overbooking, hein, ça c'est sûr, mais on finissait pas par des DQ quoi. Il y avait des résultats, il y avait un résultat net quoi. Donc non seulement c'est pas la tasse de thé de Triple H, c'est pas le style de la maison, mais d'autre part, si l'on devait considérer que ce DQ était réellement le plan prévu, avec donc un Wyatt contre Lashley à WrestleMania, bah ça n'aurait absolument aucun sens. Parce que comment veux-tu t'investir dans un Wyatt contre Lashley à Mania avec une simple victoire de Lashley par DQ? Personne ne ressort fort de tout ça. Lesnar se fait DQ et Lashley se fait ensuite démolir par Lesnar dans la foulée. Sans compter l'arbitre qui a pris cher à 2 reprises, hein, ce qui va probablement provoquer une suspension kayfabe de Lesnar. Donc ça on verra. Mais qui a envie de voir une feud entre Wyatt et Lashley dans de telles conditions quoi? Et nouvelle preuve que tout cela n'a absolument aucun sens, c'est que si l'on regarde le build-up de ce Lesnar contre Lashley, on a bien vu que Lesnar voulait à tout prix ce match, et a insisté même pour que Lashley signe ce contrat, comme on a pu le voir lors du segment signature. Du coup, pour quelle putain de raison Lesnar irait se faire DQ dans un match pour lequel il a tant œuvré pour l'obtenir? Et même pas en 5 minutes. Vous voyez bien que quelque chose cloche et ne colle pas dans cette histoire, et qu'on se fait balader en beauté par un nouveau caprice de Lesnar, qui est venu chercher son chèque de temps à autre, hein, seulement si celui-ci est avantageux, et qui choisit lui-même qui il a envie d'affronter, et quel devra être le résultat du match, quoi. Donc si en revanche, on lui colle un adversaire ou un résultat qui lui convient pas, là c'est la diva qui sort les griffes, et on obtient ce qu'on vient de voir ici, quoi. Donc c'est une honte totale, et même si l'on ne connaît pas encore officiellement les raisons derrière cet improbable DQ, qui n'est pas du tout pour moi dans les habitudes de Triple H, je suis désolé mais je peux pas faire autre chose que de désigner Lesnar coupable pour toutes les raisons que j'ai déjà invoquées. Bref, je ne m'attarderai pas davantage sur cette daube, et bien évidemment je ne donnerai aucune note à ce match, sans intérêt, et qui n'a même pas duré 5 minutes, et puis très franchement, le peu qu'on a vu était déjà bien suffisant, hein, et complètement similaire à leurs 2 précédents matchs, hein, un enchaînement de finishers en appuyant sur tous les boutons, bref, rien de nouveau sous le soleil, quoi. Franchement, voilà, ça m'a assez énervé ce match, ça conclut pas la rivalité en plus, enfin c'est pas le match, c'est pour ça qu'il fallait une stipu quoi, ils l'ont pas fait, alors peut-être que le DQ va pousser peut-être à faire un match no DQ à Mania, un match numéro 4, mais c'est trop tard, ça a plus de sens, et puis bon maintenant Wyatt il veut le vainqueur. Donc il veut le vainqueur, voilà, c'est fini Lesnar Lashley, donc pourquoi ne pas avoir terminé avec une stipu, pour le coup, vu qu'on était sûr que c'était le dernier match? Ça n'a aucun sens, rien n'a de sens là. Il y a quelque chose qui va pas et voilà, on attend de voir ce qui va se passer, quels seront si on a des infos sur ce qui s'est passé backstage avec Lesnar. Hein. Mais bon, visiblement on va partir vers un Wyatt Lashley, peut-être autour de la Wyatt Six, hein, peut-être la création officielle de la faction la révélation de la faction de Wyatt, et peut-être pour avoir aussi de l'autre côté un hard business reformé et pour qu'on ait peut-être une collision entre les 2 clans. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on va avoir ce match. Hein. Maintenant, le match suivant, c'est Edge et Phoenix contre Balor et Ripley. Un match dont j'avais pronostiqué la victoire des Faces à la base, mais le résultat était quand même bien incertain avant ce match, hein, car il y avait forcément aussi la tentation de donner la victoire à Ripley sur Phoenix, histoire de lui donner encore plus de momentum avant son match de Mania face à Flair. J'ai vraiment eu l'impression d'assister à un match de live event, en tout cas, avec tous ces codes traditionnels, des faces et des heels très établis, sans aucune ambiguïté, des phases de hit, des heels et des comebacks des faces, un peu d'overbooking, du suspense, du drama, du storytelling, et un Dominic qui a parfaitement su jouer son rôle de trublion insupportable à l'extérieur du ring, afin de faire rager un public de Montréal hyper investi, hein, notamment derrière Edge, le Canadien. Évidemment, on ne s'étonnera plus de voir que l'intergender n'est pas assumé chez VVE, hein, du coup, on se doutait bien que l'on aurait 2 matchs dans le match, à savoir les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. De ce côté-là, j'ai davantage apprécié le duel Ripley-Phoenix, hein, qui avait le mérite d'être frais, hein, contrairement au duel Edge-Balor, et qui permettait forcément de libérer la rage de Phoenix après ce qu'elle avait subi à Extreme Rules de la part de Ripley. Et physiquement parlant, les deux étaient au coude à coude. Alors oui, Phoenix a paru à côté du sujet de temps à autre, hein, en particulier lorsqu'elle arrive en retard pour faire le save, suite au coup de poing américain de Ripley porté sur Edge, ce qui a obligé l'arbitre à ralentir son compte afin d'attendre que Phoenix arrive.
mais elle a globalement fait son taf, hein, notamment en portant une très belle superplex à Rhea, et a eu globalement une belle alchimie avec elle. Un match 1 contre 1 entre les deux hein, reste à mon avis du domaine du possible, hein, par exemple pour SummerSlam ou un événement saoudien type Crown Jewel, avec Ripley championne d'Euro à ce moment-là et une Phoenix challengeuse au titre, hein, qui pourrait dire que qu'elle l'a jamais battue. Donc qu'elle pourrait être une challengeuse crédible, même si ça prolongerait à la feud de beaucoup trop longtemps, mais ça reste du domaine du possible. J'ai davantage vu les femmes en tout cas en lumière que les hommes en définitive dans ce match, et je ne trouve pas que ce move soit idiot en soi, hein, du fait de la fraîcheur du duel entre Ripley et Phoenix. On aura aussi vu que quelques combinaisons entre les quatre, avec l'Educator hein, porté à la fois par Edge et Phoenix hein, sur leurs adversaires. J'ai apprécié aussi le rappel du post-match hein, d'Extreme Rules, enfin de la fin pardon d'Extreme Rules, avec Edge qui est retenu par Balor pendant que Rhea menaçait de porter à nouveau un concerto sur Phoenix, hein, sur les escaliers d'acier à l'extérieur. Sauf que cette fois-ci, ça ne fonctionnera pas. Là-dessus, rien à dire, hein, c'était très intelligent et ça correspond totalement à ce qu'aime faire hein, généralement Edge hein, et ce qu'il aime apporter dans ses matchs. Il aime bien apporter sa dose de storytelling. Le suspense est bien en place hein, jusqu'à la fin, et quelle ne fut pas ma surprise hein, de voir le Shadow Machine porté par Edge et Phoenix sur Balor pour venir terminer le match, hein, qui est quand même le nom de prise qui est carrément lâché par les commentateurs. Alors qu'il faut le rappeler, le Shatter Machine, c'était le nom du finisher des Revival, et donc des actuels FTR. Alors, qui sait si cela ne tisse pas quelque chose pour l'avenir, hein, au vu du statut quelque peu mystérieux des FTR du côté de la WWE, on sait jamais. Mais ça m'a surpris, c'est un finish que je n'attendais strictement pas. Et finalement, comme je l'avais pronostiqué donc dans mon précédent morceau catch, c'est bien Edge qui a fait le pin sur Balor. Ça me semblait être le meilleur choix à faire. Et évidemment, il ne fallait absolument pas que ce soit Ripley qui prenne le pin, hein, cela va sans dire. Et puis après réflexion, le fait que le 3 contre 3 féminin, qui était dans les rumeurs hein, pour ce pay-per-view, entre Damage Control et Lita, Stratus et Becky, le fait que ce match n'ait finalement pas eu lieu, nous laissait alors la place qu'à un seul véritable feel-good moment dans ce pay-per-view en termes de résultats, à savoir la victoire de Edge et Phoenix. Du coup, ça m'avait convaincu pour de bon de miser sur eux dans ce match, eux qui avaient déjà pris assez cher en plus dans le passé et qui avaient besoin d'avoir leur revanche, histoire de passer à autre chose. Bref, j'ai passé un agréable moment dans l'ensemble, l'ambiance y était, le match passe très vite, les heels font les heels, les faces font les faces, ça connectait donc aisément avec le public, et tu finis avec la victoire des faces pour satisfaire le public, juste avant la double victoire heel, hein, quasiment écrite, qui allait suivre, de la part de Theory et de Reigns. Bref, ce fut un bon placement sur la carte, et le bon résultat à mon sens. Hein, pour l'ensemble des raisons invoquées, du coup, je donnerai donc un 3,75 à ce match, hein, fort sympathique. À noter que, malgré les diverses interventions de Dominique à l'extérieur, Rey Mysterio ne sera pas apparu pour éventuellement continuer de builder un match face à son fils à Mania. À voir comment cela avancera dans les semaines à venir. Hein. Maintenant, le match suivant, le Chamber masculin maintenant. Une bonne idée à mon sens de commencer le match avec Rollins et Gargano, hein, à savoir les deux meilleurs work rates dans ce match, hein, sans la moindre contestation. Ça a permis de lancer le match de la meilleure des manières avec une super démonstration de catch de la part des deux hommes. Comme je l'avais évoqué hein, dans ma dernière vidéo, hein, c'est bien Bronson Reed qui a été éliminé le premier, hein, ce qui me paraissait intelligent vu que c'était clairement l'élément le plus dangereux hein, parmi les 6. Et sa défaite a été protégée exactement comme il le fallait, avec ce triple enchaînement de One Final Beat de Gargano, Curb Stomp de Rollins et From the Heavens de Ford, hein, soit 3 finishers d'affilée quand même, rien que ça. Une belle mise en valeur hein, quand même de Reed, qui aura pu montrer toute sa puissance et sa férocité, notamment avec un double Samoan Drop, ou bien en écrasant Priest contre un pod. Il était de toute façon trop tôt pour pusher Reed, mais il a, à mon sens, su répondre aux attentes en faisant du mieux qu'il pouvait, en dépit d'une foule assez indifférente à son égard, hein, qui a encore besoin de mieux le connaître avant de s'investir en lui. J'aurais cependant aimé le voir éliminer quelqu'un avec un tsunami, histoire d'impressionner le public encore davantage, c'est dommage. Gargano est ensuite éliminé en deuxième par Priest avec un beau Razor's Edge, mais là encore, ils ont fait un très beau travail de mise en valeur de Gargano avant son élimination, avec un énorme Hurricane Rana porté sur Rollins depuis le sommet d'un pod, qui finit en énorme strike à l'extérieur, et un autre One Final Beat porté cette fois-ci sur Theory, sans oublier un beau Tornado DDT sur Priest, également avant son élimination par ce dernier. Bref,
À nouveau, un beau boulot de mise en avant, en espérant qu'aussi bien Reed que Gargano vont continuer de monter en puissance et de réussir à captiver les foules américaines, hein, chose qu'ils ont encore du mal à faire pour le moment. Hein. Et à nouveau, on enchaîne avec une troisième élimination qui aura suivi un très beau travail de mise en avant, en l'occurrence celle de Damien Priest, avec ce superbe combo Powerbomb de Rollins, Blockbuster de Ford depuis le sommet d'un pod. Finish protecteur donc pour Priest, un Priest auteur notamment d'une très belle entrée hein, dans ce match, hein. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté en termes de manœuvre, d'impact et de présence sur le ring, l'un des MVP de ce match hein, je dirais même, j'aime beaucoup ce qu'il fait Priest actuellement, on retrouve vraiment du bon Damien Priest, vraiment de niveau NXT j'ai envie de dire. Même si ça fait 2 défaites hein, dans le même pay-per-view pour le Judgment Day, on peut pas dire que Priest est tout perdu dans ce match, hein, bien au contraire. S'ensuit une très belle phase de Montez Ford hein, qui aura été très bondissant hein, comme on pouvait s'y attendre et auteur plutôt dans le match du spot de la soirée hein, avec cette descente sur tout le monde depuis le haut de la cage, absolument incroyable, hein, ça rappelait un peu Lince Dorado il fut un temps. Il faisait guère de doute hein, que sa présence dans ce Chamber match sonnait comme un véritable test pour lui, hein, dans l'optique d'un futur push solo, et qu'il serait là pour apporter sa folie et des spots de malade. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il a parfaitement su faire. J'ai même été très agréablement surpris de le voir rendre hommage au Rock à plusieurs reprises, en tentant le People's Elbow, en portant des droites hein, vraiment façon Rock, et en portant un très beau Rock Bottom. Il est vrai que dans une interview qu'il avait donnée à Ryan Satin, Montez Ford avait évoqué hein, toute son admiration pour le Rock et l'inspiration qu'il était pour lui. Et le Rock avait d'ailleurs réagi à cela il y a un an hein, de cela, en disant que Ford était un réel passionné et qu'il partageait le même ADN et que le jour où Ford deviendrait champion mondial, il serait là pour le soutenir. Hein. Donc un message fort hein, de la part du Rock et qui finalement rend tout cet hommage de Ford envers le Rock tout à fait naturel. Hein. En tout cas, un grand bravo à Ford, auteur d'une super perf, il a été monstrueux, et ça me donne envie de le voir briller en solo prochainement, et d'aller chercher quelques titres, hein, car ce mec pue le charisme, il va être une énorme star si la VVE ne se merde pas, et s'il ne merde pas lui-même. Hein. Je me suis dit aussi que comme Bianca Belair et lui sont en pleine promotion actuellement de leur futur Real TV, qui va bientôt être diffusé, on devait s'attendre à voir un Ford particulièrement en valeur dans ce match, et c'est vrai que c'est ce qu'on a vu. Hein. Et puis son évacuation du match, accompagnée par les médecins, l'a rendu encore plus héroïque, et le public l'a applaudi. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire en termes de création d'une star. Le taf est réalisé à la perfection. On finit donc avec un duel assez attendu entre Theory et Rollins. Ford, suite à sa défaite, m'a fait peur quand même à rester KO sur le ring aussi longtemps. Et la venue des médecins m'a réellement fait peur. Mais on va comprendre après que c'était vraiment un work, puisque en ouvrant la grille pour faire évacuer Ford donc sous les applaudissements, ça a permis de faire apparaître intelligemment Logan Paul pour attaquer Rollins avec un buckshot lariat à la manière d'Adam Page, suivi d'un curb stomp. L'humiliation ultime donc pour Rollins. C'est de la bonne rage hein, comme on dit, et ça fonctionne à la perfection. Cette intervention de Paul était assez envisageable, hein, puisqu'on sentait clairement venir un match entre Paul et Rollins à Mania. Et puis suite à cette intervention, le doute n'était absolument plus permis, hein, évidemment. Une fois l'intervention de Paul réalisée, le suspense était définitivement mort, et puis Theory n'avait plus qu'à finir le travail avec son A-Town Down pour conserver fort logiquement son titre US. C'était aussi mon prono, et à mon sens c'était le bon choix à faire, car à mon sens Paul contre Rollins n'avait absolument pas besoin du titre US au milieu de tout ça. Reste à voir si Theory va affronter ou pas John Cena à WrestleMania, hein, mais les possibilités sont multiples pour lui. Je sais pas si c'était fait exprès ou non d'ailleurs, mais j'ai aussi apprécié le fait de voir Theory lever sa ceinture depuis le pod qui était situé en haut à droite de la cage, puisque c'est exactement depuis ce même pod que Lesnar l'avait lourdement projeté lors du Chamber match de l'an dernier, hein, avec un énorme F5. Donc à mon avis c'est tout sauf un hasard, et c'était vraiment un symbole très intelligemment amené qui montre à quel point le petit, hein, le kid avait grandi depuis un an et avait su apprendre de ses erreurs en sachant être opportuniste quand il a fallu l'être, un peu comme Carmella a su l'être lors de son match d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'on pouvait un peu assimiler Theory à Carmella dans ce match. Hein. Et en ce qui concerne l'évaluation du match, donc j'ai donné un 4,5.
demi. C'est une note très élevée, surtout pour un chamber match, mais très franchement, je l'ai trouvé pratiquement parfait en cochant toutes les cases de ce qu'un Elimination Chamber match est censé apporter, hein. Du storytelling, des mises en avant, des matchs dans le match, de gros spots et un public à fond. Bref, le cocktail était parfait et on peut dire qu'aucun des 6 hommes n'a fait tâche dans ce match. Chacun a eu son utilité et aucun n'a été mis sur le bas-côté. Theory a certes paru peut-être un peu effacé, mais vu son opportunisme assumé, ce n'est pas du tout un problème en soi, et c'est même, je dirais, logique. J'ai même l'impression que tout le monde est ressorti de ce match encore plus over qu'il ne l'était avant de commencer ce match, et même Logan Paul, qui était pourtant seulement un simple élément extérieur à ce match, a aussi eu son utilité en étant encore plus détesté après ce match qu'avant ce match, quoi. Donc bref, très honnêtement, je ne vois pas trop ce que ce match aurait pu nous apporter de plus, tellement le contrat fut rempli à mon sens. Bravo à tous les gars, hein. Ce match a clairement dépassé mes attentes, car même si je m'attendais à avoir un bon match, je ne m'attendais pas à aussi bien que ça. Tout était soigné, jusque dans les moindres détails, hein, jusque dans les éliminations, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce match. Contrairement aux femmes, hein, ici ils ont laissé davantage de temps entre chaque élimination, ce qui nous permettait de récupérer et de nous remettre de nos émotions, du bon boulot en somme. Franchement, voilà, c'était vraiment un des meilleurs chamber match de ces dernières années, hein, très très probablement, hein. Et on va finir avec le main event, donc entre Roman Reigns et Sami Zayn, un match qui était quand même très très attendu, hein. Le public n'attendait que la présence de Sami, hein. Voilà, c'était évident. Le main event c'était quand même le main event, donc c'était pas une surprise en soi, hein. Un Reigns qui était détesté comme jamais, hein, bien évidemment, un public très hostile, hein, qui n'attendait que leur héros, Sami Zayn, venu comme à SmackDown, hein, avec son ancien thème de Babyface, donc Worlds Apart, ce qui forcément était quelque chose d'attendu et le meilleur des choix à faire, hein, pour s'investir encore davantage en lui lors de ses entrées. Là c'était vraiment un grand moment, et on a retrouvé un petit côté Rob Van Dam, John Cena à One Night Stand, quoi. C'était une foule à 3000% derrière Rob Van Dam, et le mec, John Cena en face, un peu en mode racaille, voilà, et avec sa ceinture, enfin c'était, voilà, et qui était le champion, et voilà, c'était un peu dans le même esprit. Alors ça s'est pas fini pareil, mais c'est vrai que dans l'esprit c'est un peu ça, quoi. Toute une salle pour eux, derrière une seule personne, et évidemment le heel extrême, personne ne le veut, quoi. C'est des fuck you Roman, enfin c'est ça, quoi. Et ça c'était extraordinaire comme ambiance. La pop récoltée par Zayn est évidemment monstrueuse, hein, et il pouvait en être autrement. L'émotion est palpable et on sent que Zayn est en train de kiffer le moment, hein, et que quel que soit le résultat du match, il avait même déjà gagné, hein. J'avoue que j'aurais aussi aimé le voir avec la barbe taillée, hein, les cheveux courts, hein, comme autrefois, mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois. Dès la présentation, hein, des deux lutteurs, hein, qui a été faite par Samantha Irvin, t'es déjà plongé dans l'ambiance et tu sais que tu vas passer un grand moment, hein, quoi qu'il arrive. Reigns est hyper arrogant et il joue sa partition de top heel à la perfection. Zayn est le parfait underdog babyface, hein, soutenu par n'importe quelle personne présente dans les gradins, à commencer par sa femme, hein, présente de ringside, me donnant d'ailleurs l'horrible idée en live que Nia Jax viendrait s'en prendre à elle pendant le match. Mais heureusement, bon, Dieu merci, ça n'est pas arrivé. À noter que ni les Usos, ni Owens, ni Sikoa n'étaient présents au départ de ce match, signifiant probablement une intervention future des uns et des autres, hein, même si la présence des Usos au Canada était toujours aussi incertaine au vu de leur statut judiciaire. On retrouve la construction classique, hein, des matchs de Reigns, hein, mais c'était aussi différent de ce qu'on a pu voir au Rumble, puisque c'est vrai qu'au Rumble, le tempo était bien plus important, parce que c'était Owens qui l'imprimait, ce tempo, et avec son catch champagne en plus, alors que là, c'était différent, et Reigns était à nouveau dans son rythme très très lent. Ça a été beaucoup plus classique, un début hyper lent, un match qui prend beaucoup de temps après que la cloche est sonnée, un Reigns qui est très sûr de lui, qui domine son sujet, et évidemment des comebacks ultra popés de Sami, qui offre quelques-uns de ses plus beaux moves, comme le Tope con Hilo, le Blue Thunder Bomb, et bien évidemment son Helluva Kick. J'étais frustré, hein, car on a failli voir son Tornado DDT porté près du poteau, et qu'il n'avait pas porté depuis bien longtemps, et qui rappelait justement ses grandes heures à NXT.
le fait que de voir la femme de Sami et ses proches ringside ajoute aussi au drama et ajoute un côté humain à ce match. Et on est sur une construction vieille comme le monde, du grand méchant contre le petit underdog qui marche à tous les coups. Et cette formule fonctionne parfaitement dans un tel environnement. Et au vu de l'énorme storyline qu'on nous a proposé, Zayn, là ça fonctionne super bien. Et Zayn apporte tout son panache, et Reigns est là pour vite calmer la foule quand il le faut. Et un match de Reigns n'est pas vraiment un match de Reigns sans son traditionnel bum d'arbitre. Et on en aura même vu deux, ce qui me paraît même trop. Évidemment, quand ces ref bumps arrivent, on se doute que c'est pour ramener un troisième larron. En l'occurrence, Jimmy Uso qui va venir s'attaquer à Zayn avec des super kicks et un Uso splash. Un deuxième arbitre arrive pour faire le tomber, mais Zayn va se dégager quand même. C'est assez étrange de voir que ce deuxième arbitre ne proclame pas d'ailleurs le DQ, puisqu'il a forcément vu l'attaque de Jimmy. Donc il n'évincera même pas Jimmy du match d'ailleurs, c'est étrange. Le second bump d'arbitre va permettre l'arrivée à ce moment-là de Jey Uso, on pouvait à ce moment-là s'y attendre, et qui donc finalement officialisera le fait que les Usos ont bien pu venir au Canada, et c'est tant mieux, car ils étaient forcément indispensables au prolongement de l'histoire qu'ils voulaient nous raconter. On revit la scène du Royal Rumble intelligemment, avec cette fois-ci Jey Uso dans le rôle de Sami, tiraillé à l'idée d'utiliser la chaise malgré les ordres du Tribal Chief, et à nouveau le frisson lorsque Jey a la chaise à la main et se positionne juste derrière Reigns, laissant penser qu'il pourrait éventuellement attaquer et appuyer sur la gâchette, comme Sami l'avait fait 3 semaines plus tôt. Finalement, il va pas le faire, à ma grande surprise quand même, car je pensais que Jey frapperait finalement Sami, car la raison du sang, comme je l'ai appelé, serait plus forte que tout. Et à mon avis, il y a de bonnes chances que cela arrive quand même, mais c'était pas ce qu'il voulait faire à l'instant T. Il est vrai que le SmackDown de la veille n'a finalement montré aucune manipulation de Heyman ou de Reigns, puisqu'on a surtout eu des vidéos package de la storyline. Du coup, il va falloir attendre un peu avant de voir comment Heyman et où Reigns vont réussir à retourner le cerveau de Jey, parce que c'est ça qui doit arriver à mon sens pour légitimer un Uso contre KO Zayn pour les titres tag à Mania. Finalement, Zayn va porter un spear involontaire à Jey avant de se prendre un ultime spear de Reigns, avec évidemment le premier arbitre qui vient se réveiller juste à temps pour faire le compte de 3. Ça c'est du grand classique. La hate est totale, le public est totalement climatisé, c'est un résultat absolument évident, et ceux qui pensaient que Zayn devait gagner se trompent. Ça n'a jamais été le plan, et on savait très bien qu'il ne serait qu'une étape nécessaire à l'écriture de l'histoire et permettant de déboucher vers l'apothéose potentielle qu'on aura à Mania, quoi. Cela dit, je pense que si nous avons réussi à vibrer sur les quelques tombées de Zayn et les near falls in extremis de Reigns, c'est que le contrat est rempli et qu'ils auront réussi à nous faire douter en transformant l'impensable en éventualité. Et que Jey n'ait finalement pas attaqué Sami n'est pas si gênant en soi, car on n'a pas encore vu les suites de ce que Heyman avait dit à Jimmy en lui disant de regarder SmackDown depuis chez lui avec son frère afin de mieux voir ce qu'il ne peut pas voir en live. On aura ces suites-là à SmackDown durant le build-up de Mania de toute façon. Autre interrogation, c'est l'arrivée d'Owens qu'on attendait tous, qui est venu finalement après le match pour s'attaquer à Reigns et à Jimmy, et pas à Jey d'ailleurs, ce qui peut paraître logique. On peut se demander pourquoi Owens n'a pas essayé d'intervenir pendant le match, notamment pour évacuer Jimmy pendant qu'il intervenait, mais la storyline peut le justifier, ainsi que les regards entre Owens et Zayn à la fin du pay-per-view, parce que la relation entre les deux après tout, elle n'est pas encore au top. Elle le sera petit à petit durant le build-up de Mania, à n'en pas douter, mais forcément, Owens va avoir besoin de garanties de la part de Sami, qui lui a causé quand même pas mal de tracas ces derniers mois, parce que n'oublions pas que Sami a empêché Owens de gagner le Wargames, et a même œuvré pour que Jey finisse le boulot sur Owens, en lui portant un low blow. Donc je dirais pas que l'arrivée tardive d'Owens dans ce match manque de logique, bien au contraire. Pardonner demande du temps et la confiance doit se gagner, voilà, c'est ça qu'on nous raconte, et les choses vont s'améliorer petit à petit, on s'en doute, mais c'était pas encore le moment de se rabibocher, même si à Montréal la tentation de le faire était grande, et aurait permis une immense pop du public, sûrement.
Pas de solo Sikoa aussi à noter à l'horizon, c'est assez étonnant quand même. Si ça se trouve, son absence actuelle va peut-être servir dans l'histoire, sait-on jamais, c'est peut-être une manigance de Heyman, peut-être que il a demandé à Sikoa de faire quelque chose, et on va le retrouver bientôt avec peut-être les résultats peut-être de cette grande manipulation. Hein, pour essayer de retourner le cerveau de Jay, peut-être, on verra bien. Peut-être que Heyman, pardon, lui a demandé de tout suivre depuis chez lui afin de montrer à Jay les bonnes images qui le feront renouer avec la raison du sang. Hein. Peut-être qu'il a demandé à Sikoa de le faire. Bref, voilà. À part ça, j'ai donné un 4 étoiles 25 à ce match, hein, une note vraiment élevée que j'ai peu donné au match de Reigns, hein, mais la qualité de l'histoire, le public de Montréal, incroyable, à fond derrière leur héros local, les frissons, le catch champagne de Sami, l'arrogance de Reigns, la possibilité que l'underdog peut le faire, même si c'est impossible, et le retour des Usos, puis de KO pour venir continuer l'écriture, l'écriture de l'histoire, ça rend ce main event épique et mémorable, que l'on soit d'accord ou non avec le résultat de ce match. Hein. L'atmosphère était tout de même assez rare, extraordinaire, et quand on a une storyline aussi prenante, j'ai du mal à ne pas donner une note élevée à ce match. Voilà pourquoi, pour moi, c'est un très beau 4 quarts, l'une des meilleures défenses de titre de Reigns depuis le début, à mon sens. J'aurais juste enlevé un ref bump, hein, car 2 ça fait beaucoup, et je pense qu'on pouvait raconter la même chose rien qu'avec un seul ref bump. Hein. Mais globalement, c'était du bon boulot, et on aura encore vécu un grand moment autour de la Bloodline, et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont retourner le cerveau de Jay, parce que je pense que c'est comme le but, et qu'on va enfin avoir ce match entre les Usos et Kevin Owens et Sami Zayn pour les titres tag à Mania. Je ne vois pas autre chose, et on va avoir le Reigns contre Cody, voilà, c'est ça qu'on va avoir. Et maintenant on a un mois et demi pour builder tout ça aux petits oignons, et ça va être génial. On peut leur faire confiance. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur la review de l'Elimination Chamber. Hein, j'espère que ça vous plaira. Je vous invite déjà, s'il vous plaît, à bien vouloir liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, là on est sur un petit format, vraiment un peu plus à l'ancienne. Et là, donc ça sera beaucoup plus digeste pour vous, pour tout le monde. Donc j'espère que ça vous permettra de vous lancer et de cliquer sur cette vidéo et de l'écouter en entier. En tout cas, je vous remercie tous. Là, il va y avoir un petit creux du coup avant mon So Catch numéro 15, hein, puisqu'il va falloir attendre fin mars. Donc il y aura un gros mois, un peu plus d'un mois, avant de se retrouver pour justement donc les pronostics de Mania. Et il y aura une review de AEW Revolution qui aura lieu donc le 5 mars. Donc la review aura lieu donc à peu près 3 semaines après, donc pour ce mon So Catch. Et on fera évidemment le top 5 de tout ce que j'ai apprécié, les 5 matchs que j'ai préférés entre mi-février et fin mars. Hein. Voilà un peu pour le programme de ce qui va arriver très bientôt. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous. Passez une excellente semaine et profitez bien de votre passion. Regardez un max de matchs parce qu'il y en a beaucoup et il y en a partout dans le monde et on prend beaucoup de plaisir vraiment chaque semaine à regarder du catch d'où qu'il vienne. Hein. Voilà, passez une très bonne semaine, portez-vous bien et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas et plus que jamais, vive le catch et cero miedo. Ciao à tous.